Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai parlé dernièrement de toute la logique de l'étanchéité à l'air dans une maison, de la ventilation, des différents systèmes qui existent. Aujourd'hui je vous emmène à Burdignes dans l'éco-hameau de Miros où je suis déjà venu pour de précédentes vidéos et c'est pour vous montrer un exemple. Donc là je retrouve Philippe qui a bien documenté justement son chantier et qui va nous expliquer un peu comment il a procédé ici. Donc vous verrez qu'on a une très bonne étanchéité à l'air dans cette maison et qu'on a aussi un système de ventilation double flux. Alors c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors merci Philippe de me recevoir à nouveau chez toi. Je t'en prie. Donc on va parler d'abord de ta ventilation double flux. Alors là la ventilation elle est installée dans les combles là au-dessus de la partie chambre, bureau, salle de bain. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement? Oui, alors l'intérêt d'une ventilation double flux, c'est de récupérer la chaleur de l'air sortant qui va réchauffer donc l'air froid rentrant. Il n'y a pas de mélange d'air en fait entre les deux flux, mais simplement il y a un croisement au sein d'un échangeur avec des lames métalliques qui fait que la chaleur de l'air sortant va passer dans l'air entrant. Donc on a bien en permanence une insufflation d'air frais non vicié et d'air vicié qui sort à l'extérieur. Et là sur ton système qui est très bon, on a une performance jusqu'à 94% de récupération de chaleur. Donc c'est considérable en fait, oui. Parce que ça veut dire qu'on ne met pas son chauffage par les fenêtres. C'est ça. Par l'aération en l'occurrence. Quasiment on ne perd rien du tout. On perd moins de 10% de la chaleur qu'on a récupérée dans la maison. Donc là, en gros, il faut imaginer que dans la salle de bain, on a une bouche qui extrait l'air. Et puis là, dans le séjour, alors elles sont un petit peu délicatement intégrées. On en a une qui est ici. En fait, dans ce caisson là qui longe, on a la gaine de ventilation. On en a une autre qui est de ce côté. Donc ça fait que là, effectivement, au lieu de faire rentrer l'air neuf par les menuiseries, il rentre par là, mais en passant au préalable par l'échangeur. Tout à fait. Et donc la stratégie de circulation de l'air, c'est d'insuffler l'air frais dans les chambres et puis dans les pièces de vie. L'air neuf. L'air neuf, ouais. Voilà. L'air neuf. Et par contre, on extrait dans les pièces humides. Donc typiquement les toilettes, les salles de bain et puis la cuisine. Oui, la cuisine, on a la bouche d'ailleurs qui est ici, au-dessus. Qui est, voilà, on la voit au-dessus des meubles. Ok. Et alors, le préalable à tout ça, donc là, on a une très bonne performance par la ventilation. Elle récupère effectivement les calories. Le préalable à tout ça, c'est de faire une très bonne étanchéité à l'air, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré l'étanchéité à l'air de cette maison? Quels sont les points délicats, les points de vigilance à avoir? Oui. Alors, petite précision quand même, petite incise avant, c'est que la VMC double flux n'a pas pour seul intérêt de récupérer la chaleur, mais comme toute ventilation, c'est d'éliminer l'humidité de l'air, la vapeur qu'on produit dans le logement, pour éviter les développements de champignons, de moisissures. Et aussi, nous on est en région granitique, donc dans le sol naturellement se trouve du radon. Donc dans notamment les vides sanitaires, les rez-de-chaussée, les caves, vous avez ce gaz radioactif naturel, mais qu'il faut absolument éliminer par la ventilation. Donc je mets vraiment en garde, attention, pensez à la ventilation dans vos maisons parce que vous éliminez aussi le radon quand vous êtes dans une région comme ici du Massif central. Voilà, okay. Donc je reviens à ta question sur l'étanchéité à l'air. Effectivement, l'étanchéité à l'air, elle démarre dès la construction de l'ossature. C'est un souci que doivent avoir les charpentiers. Les charpentiers, dès le départ du chantier, ils doivent penser qu'entre une lisse d'un basse sur lequel qui va reposer sur le soubassement béton, entre cette lisse et le soubassement béton, il va s'infiltrer de l'air. Donc, quand la bande d'arras qu'ils vont mettre pour éviter les remontées capillaires, il faut nécessairement qu'elle soit équipée aussi de boudins d'étanchéité à l'air. Qui font que quand on met la lisse basse en bois, ça va écraser les boudins et éviter que le courant d'air se fasse. Tout à fait. L'étanchéité à l'air, ça commence aussi par la charpente. Tu vois, là, on a deux poutres moisées qui font la faîtière, donc deux poutres qui sont accolées l'une contre l'autre. Et bien, entre les deux poutres, il va passer de l'air. Donc les charpentiers ont pensé à mettre un adhésif d'étanchéité à l'air entre les deux poutres
C'est à ce niveau-là qu'il faut que les charpentiers travaillent. Quand ils ont monté le mur de refend, ils ont placé en attente un lait de frein vapeur qui va faire cette étanchéité à l'air. On parle d'étanchéité à l'air, d'ailleurs, on devrait parler d'étanchéité au courant d'air. Oui, d'étanchéité au vent. C'est vraiment ça, oui, au vent. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va être dans une bouteille thermos où on va étouffer, mais non, pas du tout. Il s'agit plutôt de reprendre ta métaphore textile. On se dit qu'avec notre isolant, on a un beau pull, mais sauf que si on n'a pas de coupe-vent, on va avoir froid. Donc l'idée, c'est de mettre un Gore-Tex, et non pas un K-Way d'ailleurs. C'est important de pouvoir respirer, d'avoir une membrane ou un enduit qui va respirer, c'est-à-dire qui va permettre à la vapeur d'eau qu'on produit dans la maison de sortir à l'extérieur, mais tout en empêchant la pluie et le vent de rentrer à l'intérieur. Donc on va faire 2 couches finalement, 2 emballages. On va emballer la maison à la fois en toiture et à la fois en façade, avec des pare-pluis qui sont étanches au vent, mais ouverts à la vapeur, qui permettent la migration de la vapeur. Et on va mettre aussi à l'intérieur, alors en l'occurrence ici, si tu peux les montrer, les enduits terre sur la paille. Et puis également, les enduits. Voilà. Et puis également en toiture, en plafond, donc on a du placo-plâtre qui recouvre la membrane frein-vapeur qui fait le caisson qui contient la ouate de cellulose qui isole la toiture. Oui, donc en fait, ici on a à l'intérieur un pare-vapeur au niveau du toit, là, derrière ce placo, qui est raccordé ensuite au mur c'est raccordé en fait à l'enduit. Là c'est c'est vrai qu'on peut mettre aussi un pare-vapeur sur les murs, mais là on est en paille, donc l'enduit était approprié aussi et il joue ce rôle. Et puis on va avoir à la jonction avec les menuiseries des points de détail à traiter. Donc on peut montrer aussi des photos du chantier où à un moment donné tu résous les petites problématiques de fuite d'air par une colle d'étanchéité à l'air. Il y a tout ce qui est aussi préalable, où on va mettre des adhésifs en jonction entre la menuiserie, prêt à recevoir ensuite l'enduit. Voilà, c'est ce genre de détails qu'il faut bien soigner. Absolument, oui, c'est une démarche depuis la charpente initiale, le montage de l'ossature, jusqu'aux enduits avant les finitions, où là, on va effectivement réfléchir à tout ce qui va permettre à l'air de rentrer. Et l'air, ça peut rentrer par des boîtiers électriques, par exemple. Il y a aussi ça. Les boîtiers électriques doivent être étanches à l'air et c'est vendu, vous avez des boîtiers électriques vendus comme étanches à l'air parce qu'ils ont une petite membrane de caoutchouc qui vont permettre de faire l'étanchéité entre la gaine et le boîtier. Et d'ailleurs vous faites le test, vous avez certainement senti dans une maison qui a des boîtiers électriques normales, un jour de grand vent, vous arrivez à sentir le courant d'air en mettant la main juste devant la prise. Même des fois sans grand vent, effectivement, c'est des points faibles. Voilà. Et donc particulièrement évidemment autour des menuiseries, vous devez raisonner à l'étanchéité à l'eau, ça c'est le b.a.-ba du menuisier, qui va installer donc des comprimantes, des boudins qui vont s'écraser sous le poids de la menuiserie, et puis des joints silicone pour parfaire l'étanchéité à l'eau. L'avantage c'est que ça fera aussi l'étanchéité à l'air. Et vous complétez ça par des adhésifs d'étanchéité à l'air qui vont éviter que l'air ne passe entre l'huisserie, le dormant, la menuiserie, l'ossature, etc. Donc il faut penser que toutes ces interfaces, tous ces joints sont des portes d'entrée pour le courant d'air et l'air froid, donc il faut mettre des adhésifs ou des colles, qui sont des colles polyamides, qui sont souples, qui ne sèchent jamais, donc qui vont pouvoir absorber les dilatations thermiques, parce que entre un enduit qui à telle température va se rétracter et d'une manière différente avec la boiserie, il faut pouvoir encaisser ces différences de dimension. Donc ces colles sont vraiment, et ces adhésifs sont vraiment conçus pour, et c'est le moyen de l'étanchéité à l'air. Autre chose également, vous avez des produits d'étanchéité à l'air qui sont des adhésifs avec une trame en nylon conçue pour être incluse, marouflée en termes techniques, dans l'enduit, pour véritablement faire un lien mécanique fort entre le scotch d'étanchéité et l'enduit.
Donc là, on a une parfaite étanchéité à l'air qui est faite côté intérieur. On a aussi, comme on l'a dit, le coupe-vent côté extérieur qui est le pare-pluie. C'est ce qui fait qu'on va avoir l'isolant est protégé des courants d'air à l'intérieur même de l'isolant. Si on avait des courants d'air dans l'isolant, on aurait un problème. C'est un peu comme l'histoire du pull sans avoir de coupe-vent. Donc c'est important d'avoir en fait associé les deux systèmes. Et donc une fois que ça c'est fait, alors même que le chantier on n'a pas encore toutes les finitions, à ce moment-là, comme moi effectivement je le recommande à mes clients, là toi tu as fait un test d'étanchéité à l'air intermédiaire pour vérifier s'il y a des petites fuites, avec des tests au fumigène, c'est ça? Tout à fait, parce que là, on a pris plein de précautions, on a été attentif tout le temps, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où ça passe quand même? Donc oui, c'est impératif de faire un test à la fumée avant de faire les finitions, parce qu'une fois que vous aurez mis du placo-plâtre devant votre frein à vapeur, vous ne pourrez plus y accéder à la membrane. Si vous avez des fissures de retrait, est-ce que ça passe pas? Avant de faire l'enduit de finition, il faut s'interroger là-dessus. Donc, un test à la porte soufflante. Le technicien remplace une porte extérieure par une porte munie d'un très gros ventilateur qui va mettre la maison en dépression. Donc, ça va aspirer l'air de l'extérieur par toutes les fuites possibles. Donc il prend son fumigène et il va passer partout où on peut supposer qu'il va y avoir des fuites. Et là, tiens, ah oui, c'est impressionnant de voir que même un trou de serrure, ça fait un beau panache de fumée qui rentre. Oui. Donc même un trou de serrure, ça laisse rentrer l'air. Sous cette baie vitrée, là, visiblement, le joint fait pas tout à fait son effet. Donc il va falloir améliorer ça. Effectivement, dans ce raccord entre la boiserie de la fenêtre et de l'enduit, il y a une fissure de séchage de l'enduit, et là, effectivement, la fumée passe. Donc on repère tous ces endroits et après, on peut passer soit un scotch, soit plus pratiquement une colle d'étanchéité pour fignoler, terminer véritablement l'étanchéité à l'air sur tous les endroits qu'on aura repérés avec ce test à la fumée. Comme ça, on améliore au maximum son résultat. Et puis ensuite seulement viennent les finitions. Donc là, on a eu l'enduit de finition qui est venu après coup, qui recouvre notamment ces petits joints de colle et qui fait que on a une finition qui est impeccable et une bonne étanchéité à l'air. Alors dans cette maison, on a une petite particularité, c'est que là, on a tout l'étage habitable qui est chauffé, qui est isolé, et en fait, on a l'escalier qui vient du sous-sol, qui est aussi dans un volume isolé et étanche à l'air. Et la particularité que Philippe a remarqué, c'est que, je te laisse expliquer la petite anecdote. Oui, une conséquence que j'avais jamais ressentie, que j'avais jamais explorée de l'étanchéité à l'air, c'est qu'on a une stratification de l'air entre les étages. Parce que l'air froid est plus dense et plus lourd que l'air chaud, donc aura tendance à aller en bas, et l'air chaud plus léger aura tendance à monter. Et du coup, comme il ne s'enfuit pas puisqu'il n'y a pas de fuite, ça fait un bouchon d'air chaud qui empêche l'air froid véritablement de monter. Donc on a une très grosse différence de température entre le bas de l'escalier, le rez-de-chaussée, et l'étage. Et ça a eu pour conséquence qu'on peut très bien finalement laisser ouvert la porte en bas, qui est ouverte après sur le garage puis sur l'extérieur, sans que ça génère de courant d'air. Alors que dans une maison qui n'est pas étanche à l'air, une vieille maison, il suffit d'ouvrir une porte en bas pour que on entend l'air qui monte par effet cheminée, parce Exactement. Que l'air fuit. Et cet effet de stratification est tellement fort qu'il peut se montrer déjà à la caméra thermique. On voit qu'on a une piscine de froid en bas, mais aussi, je l'ai exploré, mesuré de façon tout à fait imprévue. Un jour une belle journée de mois de mars où on se dit allez, on fait grand nettoyage de printemps, on ouvre tout, le portail, l'extérieur, la porte de l'escalier et les fenêtres de partout. Et puis le soir, j'ai refermé les fenêtres de la maison puisque ça allait geler effectivement la nuit. Et il faisait tellement beau, tellement calme que j'ai complètement oublié de fermer en bas. Et donc c'est resté ouvert toute la nuit. Résultat des courses, ça a gelé la nuit. J'avais dehors. J'avais 8 degrés au pied de mon escalier, et ça j'avais des capteurs de température qui me l'ont enregistré, et puis j'avais encore 22 degrés dans la pièce de vie. Ouais. Donc j'avais 14 degrés d'écart sur 3 mètres de dénivelé en fait, entre le bas et le haut de l'escalier, toute porte ouverte.
ça montre bien l'efficacité d'une bonne étanchéité à l'air. Et oui, l'étanchéité à l'air permet d'éviter qu'un courant d'air se crée et donc finalement l'air froid est resté au même endroit. Voilà, pour l'anecdote, c'est ce que les Esquimaux font dans leur igloo, on appelle ça une fosse à froid, où il y a effectivement, dans l'entrée, le tunnel d'entrée de l'igloo, vous avez une fosse en déclivité qui va effectivement créer ce bouchon d'air chaud au niveau du dôme et l'air froid qui va être collecté dans la fosse à froid. Ok, j'en profite pour te poser une question. Là, on a parlé de très bonne étanchéité à l'air. Est-ce que pour autant, c'est ce que j'entends très souvent, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les fenêtres? Ah ben bien sûr, oui, heureusement. Oui. Et c'est même, on obtient, bien sûr, on peut toujours aérer de façon naturelle, ça c'est absolument pas interdit. L'inconvénient d'ouvrir les fenêtres, c'est qu'on met la chaleur du chauffage par les fenêtres, en l'occurrence, et qu'on va donc du coup pas le faire en permanence, en hiver, et du coup on va dégrader, si on a une mauvaise aération, la qualité de l'air va se dégrader d'heure en heure si on n'utilise que l'aération par les fenêtres. Alors que la ventilation continue va permettre de renouveler l'air en permanence, donc on a une meilleure qualité de l'air. Et si en outre c'est une ventilation double flux, eh ben on ne refroidit pas par de l'air totalement froid, extérieur, on ne refroidit pas les pièces, mais on apporte de l'air qui a été tiédi, comme on l'a expliqué précédemment. Voilà, là en fait on a juste un système qui permet d'apporter une super performance en été ou en hiver, mais ça n'empêche pas, comme dans n'importe quelle maison, d'ouvrir les fenêtres quand bon nous chante. Mais je dirais que c'est du bon sens, c'est-à-dire que l'hiver, comme dans n'importe quelle maison, on va essayer de garder le froid dehors, l'été de garder le chaud dehors. Donc c'est ce qui fait qu'on va quand même éviter d'ouvrir. Mais si on ouvre, c'est pas grave du tout. On va juste court-circuiter un peu le système performant qu'on a en place. Mais en tout cas, si on veut viser un meilleur confort intérieur, eh ben on a tout le système qui est en place pour ça. Oui, j'en profite aussi pour dire comment est-ce qu'on gère finalement les apports de chaleur très importants l'été dans une maison passive qui est justement apte à capter au maximum les apports solaires, donc il faut s'en protéger l'été. On peut aller voir sur la terrasse d'ailleurs. On peut aller voir sur la terrasse. Donc là, en fait, effectivement, pour se protéger du soleil, Philippe a deux dispositifs qui se complètent l'un l'autre. Alors vas-y, je te laisse expliquer. Donc, première règle, c'est occulter la journée, c'est-à-dire empêcher tous les apports solaires de rentrer directement par les vitrages. Donc deux moyens, le voile d'ombrage, la toile tendue devant les fenêtres, ça laisse quand même passer une certaine luminosité et j'ai mesuré que ça me gagnait 4 degrés de rafraîchissement dans la grande pièce. 4 degrés, quand il fait 40 dehors, ça laisse à 36 dedans, c'est pas suffisant. Donc ce qui est véritablement le plus efficace, c'est le volet coulissant, totalement opaque, où là, effectivement, il n'y a pas possibilité pour la chaleur de rentrer. Alors évidemment, pour la lumière, on n'est pas obligé de mettre tous les volets l'un contre l'autre, on utilise à la fois les voiles et les volets, mais il y a aussi un apport de lumière par la façade ouest. Quand ça rentre à l'est et au sud, la façade ouest est claire, alors que le soir, on va boucher la façade ouest et on va rouvrir au sud. Donc voilà, ça c'est une gestion de la lumière qui est tout à fait possible. Et là, on gagne 14 degrés. C'est-à-dire que quand c'est 40 dehors, ça reste à 26 dedans. Mais ça reste à 26 dedans, pourquoi? Parce que c'est très bien isolé aussi. J'ai une enveloppe isolante qui marche finalement aussi bien contre le chaud que contre le froid. Y compris grâce au triple vitrage, aux bottes de paille. Et donc il faut finalement, pour lutter contre les surchauffes l'été, faire un cycle qui est le même tous les jours. Ça veut dire le matin occulter, fermer tout pour garder la fraîcheur qu'on a fait rentrer la nuit, en ouvrant tout au contraire la nuit. La nuit, on détruit cette étanchéité à l'air en ouvrant les fenêtres, en créant un courant d'air avec l'extérieur pour faire rentrer la fraîcheur, et toute la nuit donc on rafraîchit la maison, et le matin on ferme tout pour surtout pas faire rentrer l'air chaud, donc, et on utilise là le renouvellement de l'air par la VMC, mais on a fermé les fenêtres soigneusement, on a occulté les rayons du soleil, et c'est comme ça qu'on arrive à garder la fraîcheur de la nuit à l'intérieur le jour. Ok, super. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler ?
Le récupérateur Exact. sur l'eau grise, Philippe a installé ça aussi et c'est intéressant parce que ça illustre un peu le principe de la VMC double flux. On peut peut-être le voir en bas, sur place. Allez, on va voir en bas. Voilà, donc là on est dans le sous-sol et en fait ce qu'on voit ici, je m'approche un peu, c'est la descente d'eau usée. Au-dessus en fait on a la douche, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que le système double flux, qui permet de récupérer la chaleur du flux sortant par le flux rentrant, eh bien ça marche aussi sur l'eau, pas que sur l'air. Et donc on a des très astucieux récupérateurs de chaleur sur les évacuations de la douche, qui sont des systèmes très simples, qui sont 2 tuyaux de cuivre emboîtés entre lesquels va circuler l'eau froide, qui arrive donc par le bas du tuyau, et qui va se réchauffer en montant par l'effluent de la douche, qui va descendre et qui va transmettre sa chaleur à l'eau froide. Parce que finalement, c'est bête, quand on se douche, on va rejeter de l'eau à 35 degrés. Oui. Alors c'est dommage de l'envoyer à l'égout. Donc on peut très bien récupérer une partie de cette chaleur pour tiédir finalement l'eau froide. Et du coup, économiser notre précieuse eau chaude solaire qu'on a dans notre ballon. Et j'ai pu mesurer à la caméra thermique, effectivement, que finalement, entre le haut du tuyau et le bas, 2,20 m plus bas, eh bien on perd 14 degrés, plus de 14 degrés de température. Ça veut dire. Donc si on perd 14 degrés sur l'eau usée, Voilà. ça veut dire qu'on gagne 14 degrés sur l'eau froide qui arrive. Alors, donc c'est des calories de gagner. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc pensez-y, ça coûte, c'est très simple, il n'y a aucune motorisation, c'est gravitaire et ça coûte environ 600 € posé de système. Bon. Il faut juste avoir une possibilité de descente sur 2,20 m. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.